Bienvenue à Mille et une cultures. Dans cette émission, nous recevons M. Frédéric Boiron, sociologue, en première partie, pour parler un peu de la sociologie autour de cette crise de la COVID-19, mais aussi de tout ce qui tourne autour du racisme et de la discrimination. Et en seconde partie, nous avons Karine Barthélémy, écrivaine, qui vient de sortir son premier livre jeunesse, mais magique. Donc, avec nous, M. Boiron. Bonjour, M. Boiron. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir de vous... Ça me fait plaisir. C'est un plaisir de vous parler par Skype interposé. On est rendu là avec la COVID-19, une nouvelle réalité. Une crise qui a quand même ébranlé beaucoup de gens, qui a fait de 2020 une année vraiment particulière. Comment l'avez-vous vécu, vous, comme individu et comme sociologue, en notant qu'on peut dissocier le sociologue de l'individu? Ouais, mais comme individu, je le vis comme tout le monde, comme parent, comme citoyen. Donc, je subis les mêmes contraintes que tout le monde. Donc, ça, je pense que personne n'a échappé à ça. Donc, ça, c'est une chose. Mais comme sociologue, je pense que ça a été un moment... on a vu l'histoire se dérouler devant nous à une vitesse extraordinaire, puis de voir comment est-ce que tout s'est fait dans la précipitation, dans l'urgence, et qu'on n'a pas vraiment eu le temps de mettre en place des plans, d'entendre des politiciens changer d'idée du jour au lendemain. Je regarde ici au Québec, à un moment donné, on était vieux à 70 ans, ensuite on est devenu vieux à 60 ans, ensuite on est redevenu vieux à 70 ans. Donc il y avait des choses comme ça, on sentait qu'on était dans une grande improvisation et ça, malgré tout, les gouvernants ont réussi à maintenir la confiance. Je pense entre autres aussi au niveau fédéral d'entendre Justin Trudeau tous les jours répéter constamment que nous sommes dans une situation sans précédent. D'accord, mais bon, à un moment donné, les dirigeants ont cette obligation de nous préciser des choses, mais en même temps, les médias ont laissé passer des choses. Ils ont laissé passer parce que personne ne voulait avoir l'odieux d'avoir brisé la confiance dans les gouvernants. Donc, on a laissé passer des choses. Quand j'ai entendu François Legault dire qu'on s'était présenté en Chine avec des mallettes remplies d'argent pour acheter du matériel médical, je me disais, mais on est dans un film de mafia quand même. C'était une image, peut-être. Ah oui, mais c'est des choses qui auraient été inacceptables en temps normal. Et on entendait ça et puis on se disait, mais attends, mais dans quoi sommes-nous? Alors, donc c'est ça, moi je pense que comme sociologue, j'ai vu des choses se produire devant moi à une vitesse expéditive, alors qu'en sociologie, nous sommes comme l'histoire, nous étudions les choses après les faits. Là, comme tout le monde, on était pris à analyser pendant l'événement. Donc, ce n'est pas le rôle de la sociologie d'analyser pendant l'événement. On laisse ça à la psychologie et des sciences qui sont beaucoup plus fines dans le temps précis. Donc, nous, c'est quand même après les faits qu'on regarde comment est-ce que les interrelations se sont établies entre les gens. Mais là, on les a vus se créer, se faire là. D'accord. Et moi, j'ai toujours dit, et j'ai maintenu pendant toute cette période-là, que les choses les plus fondamentales sur lesquelles nous devons porter attention quand il s'agit d'épidémies, de pandémies, de maladies transmissibles, c'est la peur de l'autre. Oui. Nous vivons dans des sociétés où essentiellement ce qui nous cimente, c'est la confiance en l'autre. Et quand il y a des épidémies, des pandémies, des maladies contagieuses, transmissibles, non pas par des rapports intimes comme les MTS, mais dans les rencontres fortuites avec les gens, ben, la peur de l'autre prend toute une dimension. Alors, moi, j'appelle encore à ce qu'on fasse attention parce que nous sommes encore dans des moments fragiles. D'accord. La peur de l'autre, et comme vous l'avez abordé tout au début aussi, les pouvoirs, de grands pouvoirs concentrés entre les mains, parce que c'est comme une situation de guerre. Il y a même des gens qui sont votés des lois pour avoir des pouvoirs extraordinaires. Donc, cette crise, d'après vous, a mis à nu. Est-ce que c'est ça que ça a mis à nu principalement, ou d'après vous, il y a d'autres éléments que ça a ramené comme société? D'abord, j'aime bien que vous parliez de guerre parce que, entre autres,
s'il y en a un qui a utilisé le langage guerrier, c'est Emmanuel Macron en France. Alors qu'ici, on faisait appel aux citoyens, lui, il a fait appel à ses compatriotes. Donc, c'est le premier qui l'a dit, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Donc, le vocabulaire guerrier avait pris toute la place en France. Et bon, c'est quand même un pays qui a vécu 2 guerres mondiales et d'autres conflits, etc. Donc, l'idée même d'avoir utilisé ce vocabulaire-là n'était pas un hasard, c'était choisi d'utiliser ça. Maintenant, nous sommes en démocratie représentative et c'est là l'élément qu'il faut regarder, à savoir que nous confions justement, quand nous choisissons des gens, quand nous votons pour des gens, nous votons pour des programmes, mais nous votons et nous devons maintenant apprendre de ça, que quand on vote pour quelqu'un, il faut savoir, est-ce que cette personne sera capable de se lever dans des moments comme celui-là, dans des urgences, dans des catastrophes? Est-ce que cette personne va être capable de se lever, va être capable de nous défendre, va être capable de bien nous représenter? Bien, il y a des pays où on a vu que les choix des dirigeants pouvaient laisser à désirer. Je prends par exemple le Brésil ou bien les Philippines. Donc, on a vu des choses comme ça. En Haïti, par exemple, on a vu des leaders qui ont été complètement dépassés par les choses. C'est pas que les leaders occidentaux n'ont pas été dépassés. Je veux dire, Donald Trump a été dépassé. Mais je pense que même les leaders canadiens ont été dépassés. Les discours ont changé du jour au lendemain. J'ai parlé de Justin Trudeau et de François Legault, mais je peux aussi parler de Doug Ford, qui avait un discours qui changeait du jour au lendemain. Il faut garder à l'esprit maintenant, dans notre démocratie représentative, qu'on ne choisit pas les gens en fonction de leur beau visage ou en fonction de leur beau discours, mais en fonction de ce que nous percevons qu'ils sont en cas d'urgence. Monsieur Boiron, donc au regard de tout ça, 3 mois plus tard, est-ce qu'il y a des changements à attendre, puis des changements nécessaires d'après vous? Vous savez, moi, je suis un de ceux qui dit, par exemple, disent que quand on parle d'un pays qui se développe, il y a des choses sur lesquelles il faut être autosuffisant. Entre autres, moi, quand j'interviens entre autres pour Haïti, le Nicaragua, la Guinée, des endroits où je suis passé, je dis qu'il faut absolument que ces pays atteignent l'autosuffisance alimentaire. Leur développement dépend de ça. Maintenant, ce que cette pandémie nous a appris, c'est qu'ici, au Québec, on n'a pas atteint cette autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est qu'au niveau de nos services de santé, nous n'avons pas cette autosuffisance. Nous devons attendre après des pays pour nous fournir des masques, pour nous fournir du matériel de protection et des vaccins et tout ça. Donc, on ne peut pas être un pays aussi bien nanti que le Québec ou le Canada et ne pas être capable d'être en mesure de répondre à des urgences de santé le plus rapidement possible. Donc, il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. Cette décennie, cette nouvelle décennie spéciale a aussi vu une indignation et une mobilisation sans pareil, quelque chose que les gens d'ailleurs ont appelé qui ont mis en parallèle avec la pandémie de la COVID-19 en parlant de la pandémie du racisme et du racisme systémique avec la mort de George Floyd, le meurtre de George Floyd aux États-Unis par un policier. Et quel est le regard du sociologue, par ailleurs afrodescendant que vous êtes? Et est-ce qu'on est à un moment charnière de l'histoire des luttes antiracistes? Non. Nous ne sommes pas à un moment charnière, d'accord? Il n'y a rien de nouveau. Moi, j'aime bien dire qu'on est à la période qui me rappelle un monologue de Yvon Deschamps qui s'appelle Cable TV, je pense que c'est dans les années 70, où il disait on ne veut pas le savoir, on veut le voir. D'accord? Okay. La seule chose qui s'est passée, c'est que on le savait, mais cette fois-ci, on l'a vu. Donc, l'indignation est montée parce qu'on l'a vu. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc. Évidemment, de voir quelqu'un mourir pratiquement en direct, de voir quelqu'un être égorgé en direct, ça a beaucoup indigné les gens. Les gens sont sortis dans la rue parce que ce meurtre crapuleux, ils l'ont vu. Mais ce n'est pas la première fois qu'on s'indigne. Je vous rappelle que
c'est pas la première fois depuis la mort de Trayvon Martin, qui remonte probablement à 2013-2014. Black Lives Matter est devenu ce slogan qu'on a utilisé à ce moment-là. Donc, ce n'est pas la première chose. Et une des choses qu'on constate aussi dans nos sociétés, le Québec n'est pas différent de ça. Ce qu'on constate dans nos sociétés, c'est que l'indignation est de courte vie. Donc, rappelez-vous, aux États-Unis, après les tueries dans les écoles, il y avait des manifestations. Après le Muslim ban de Donald Trump, il y avait des manifestations. Rappelez-vous les marches des femmes après l'élection de Donald Trump. Bien, du jour au lendemain, ces marches ont cessé. Toutes ces choses ont cessé. Parce que nous, comme humains, comme êtres sociaux, nous avons cette vilaine habitude de revenir rapidement à la normale. Ce qu'on est en train de voir, c'est ce retour à la normale qui s'en vient tranquillement. D'accord? Donc non, et s'il fallait que la mort de quelqu'un, qu'il fallait que l'assassinat de quelqu'un change quelque chose, je vous rappelle que jusqu'à tout récemment, étant quelques dizaines d'années, on lynchait les gens, on les pendait aux arbres. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques années, 55 ans, s'il fallait que le meurtre de quelqu'un ait provoqué quelque chose, on a assassiné Martin Luther King, on a assassiné Malcolm X. Ça n'a pas fait bouger les choses. Donc, je ne m'attends pas à ce que cet événement soit un événement déclencheur de quelque chose. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas un moment charnière pour vous. Et on revient au terme racisme systémique, des mots qui semblent quand même faire peur, qui sont polarisants. Les gens se sentent accusés, puis d'autres disent on néglige ce qu'on dit. Comment l'expliquer simplement? C'est au commun des mortels. Ouais. Je vais vous expliquer le racisme systémique par un exemple. Je pense que vous allez... c'est plus simple de le faire comme ça parce que de se perdre dans les mots, dans les grandes explications de sociologues, bon, c'est pas la meilleure façon. Prenons un exemple. 4 jeunes se font arrêter au coin de la rue parce qu'ils viennent d'essayer de cambrioler un dépanneur. Ils sont en voiture, ils se font arrêter. Le policier qui va donner l'entrevue aux médias va dire ceci. Nous ne savons pas, nous ne pensons pas, nous sommes en train de regarder pour voir s'il s'agit de jeunes qui font partie d'une gang de rue. D'accord? Maintenant, il n'y a personne dans la police de Laval qui a déjà dit qu'il fallait que chaque fois qu'on arrête des jeunes, de dire s'ils font partie ou non d'une gang de rue. Il n'y a personne qui a dit ça. C'est écrit nulle part. Il n'y a personne qui peut se rappeler de qui avait mis ça en place, qui avait dit ça la première fois, puis pourquoi c'est là. Personne ne sait. Il n'y a personne de raciste qui s'est dit « il faut qu'on fasse ça ». Mais c'est là. Maintenant, le racisme à ce moment-là est organisationnel. C'est dans l'organisation. Mais encore là, personne ne sait pourquoi on dit ça. Maintenant, une fois que c'est rapporté par les médias, on vient de contaminer les médias. Quand ce jeune va se retrouver devant un tribunal, le juge va devoir tenir en compte est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie d'une gang de rue ou pas. Encore là, le système judiciaire vient d'être contaminé. Quand le jeune va revenir devant le tribunal, il va avoir un rapport présententiel qui va être fait par un agent correctionnel ou un agent de libération qui va mentionner cet élément-là aussi. Est-ce que ce jeune faisait partie, pourrait faire partie, aurait fait partie, ne fait pas partie? Et même quand on dit ne fait pas partie d'une gang de rue, l'étiquette est encore là. Il reste juste à l'appeler et la coller comme il faut. Donc, quand le jeune va revenir devant le tribunal pour sa sentence, ben à ce moment-là, cette notion-là arrive dans le système. Quand il va rentrer dans le système pénitentiaire, comment est-ce que cette notion de faire partie, ne pas faire partie, de probablement faire partie d'une gang de rue va être interprétée et est-ce qu'il va être mis en prison avec d'autres jeunes qui sont effectivement des membres de gangs de rue? Et si c'est le cas, au final, qu'est-ce qui va arriver? À sa sortie de prison, il risque d'avoir développé des rapports avec de véritables membres de gangs de rue et de se retrouver dans une gang de rue. Le racisme systémique, ce n'est pas le racisme qu'on voit, qu'on entend de quelqu'un qui est au coin de la rue, qui nous crie des injures, des insultes. Ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas nous louer un appartement ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand j'entends le premier ministre du Québec dire qu'il ne veut plus qu'il y ait de racisme au Québec, je pense que
peut-être qu'il ne veut plus que les gens aient un comportement raciste, mais les préjugés restent. Les lois n'effacent pas les préjugés. Et le genre de discours qu'on tient, il faut qu'on soit prudent avec ce qu'on dit, parce que c'est ça qui s'incruste dans les comportements, dans les attitudes. Merci beaucoup, Monsieur Boiron, pour votre temps. On peut encore disserter pendant de longues minutes de tout ça. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. On va donc céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Durant le confinement, vous avez sûrement eu beaucoup de temps à consacrer à des tâches que vous n'aviez pas nécessairement le temps d'effectuer avant. Vous avez peut-être pensé à faire le tri dans vos affaires et vous êtes débarrassé de certains objets, tout en constatant que vous aviez accumulé pas mal de choses. Eh bien, pour pousser la réflexion un peu plus loin, je voudrais vous parler aujourd'hui du minimalisme. C'est quoi le minimalisme? Ici, il ne s'agit pas du mouvement artistique des années 60, bien que les deux notions ont en commun la simplification et sont vraiment reliées. Il s'agit plutôt ici d'un mode de vie prônant le fait de se débarrasser du superflu, de se concentrer sur l'essentiel pour mieux vivre dans le bonheur. Être minimaliste, c'est être capable de vivre avec peu de possessions. Des vêtements au mobilier, en passant par les produits ménagers, les produits moins toxiques et faits maison sont grandement valorisés. Tout est repensé dans la perspective de désencombrer son espace de vie. Le minimalisme fait d'une certaine façon écho à plusieurs autres pratiques qui y sont associées dans différents domaines de nos vies. En alimentation, on peut citer la pratique de la planification des repas ou le meal prep en anglais, ou encore le zéro déchet dans une certaine mesure. On se simplifie la vie en organisant d'avance les repas, on cuisine plus, on mange moins transformé, éventuellement on économise puisqu'on se discipline en achetant que ce dont on a réellement besoin. Le minimalisme est également associé à des méthodes de rangement. Une méthode qui se répand actuellement est sans doute l'art du rangement à la japonaise, avec la méthode dite KonMari pour Marie Kondo, le nom de la consultante et spécialiste japonaise en rangement et développement personnel qui l'a initiée. L'objectif ici est simple, se débarrasser du superflu et gagner de l'espace. De la chambre à coucher à la cuisine, en passant par sa bibliothèque, le garage, la salle de bain. En un mot, désencombrer pour mieux vivre. La manière de procéder à ce désencombrement implique une part de réflexion intentionnelle sur la réelle utilité d'un objet, de questionner notre attachement à cet objet avant de prendre la décision de s'en détacher. Quelques suggestions québécoises pour consommer à la mode minimaliste. Le site leminimaliste.ca peut vous aider. Les trappeuses aussi pour des cosmétiques et des produits maison. La boutique Planète, ici à Laval, à Auteuil, pour des produits écologiques. Et vous pouvez aller sur leur site internet planète avec 2t.ca. En alimentation, pour s'initier à la locavorisation, ça c'est-à-dire que manger local, le livre Manger local, recettes et techniques de conservation de Julie Aubet, paru le 8 juin dernier aux éditions de l'Homme, peut être une bonne façon de s'y mettre. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Karine Barthélémy. Karine, née en Haïti, qui est venue jeune adulte au Québec en 2001. Maman de 2 enfants, donc vous êtes venue pour faire des études en comptabilité, donc des études universitaires en sciences comptables à l'UQAM. Et maintenant, vous venez de publier votre premier roman, Mais Magique, donc un roman jeunesse, un livre jeunesse. Bonjour Karine. Bonjour Cathy. Voilà. Karine, un parcours en sciences comptables et un livre jeunesse. Comment on passe de la comptabilité à l'écriture? Au fait, les sciences comptables pour moi, c'était une valeur sûre. C'est une profession qui a de l'avenir. Donc, j'ai poursuivi mes études dans ce sens-là. Et puis, la littérature jeunesse, c'est tout nouveau dans ma vie. Ça a commencé en 2018. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature vraiment en 2018 lorsque j'ai eu mes 2 enfants.
Donc, c'est en parallèle, disons. C'est en parallèle. Voilà. Mais pour avoir l'idée, puis l'engagement pour dire je vais écrire un roman jeunesse, ou je vais juste écrire, il a fallu avoir le goût d'écrire pendant des années. Est-ce que vous aviez l'habitude d'écrire quand vous étiez jeune? Au fait, je ne dirais pas que c'est un rêve d'enfant. OK? Oui, comme tous les ados, j'ai écrit, j'ai tenu des journaux, journal intime, etc., des poèmes une fois de temps en temps, mais je ne dirais pas que c'est un rêve de devenir écrivaine. D'accord. Donc, ça m'est venu avec la petite enfance, avec mes enfants, avec l'inspiration que mes enfants m'apportent. Donc, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je ne veux pas perdre ces moments. Je veux vraiment les garder en souvenir. Donc, je me suis dit, bon, le seul moyen, c'est d'écrire. Puis, je suis une personne qui aime beaucoup exercer ma créativité, donc ça a été dans ce sens-là. Voilà, donc au lieu de leur lire d'autres livres, leur lire aussi votre livre. C'est ça. Votre livre, Mais magique, donc l'histoire d'un bonhomme très, très actif, mais qui a aussi un pouvoir. C'est un peu le résumé qu'on a de Mais magique. D'où est venue l'inspiration pour vous? Pourquoi le pouvoir magique, tout ça? D'où ça vous vient? Au fait, c'est principalement mon fils qui m'a inspiré. Les premières scènes du livre sont vraiment tirées de la réalité. OK, donc c'est mon expérience avec mon fils, avec ma fille. Donc, il disait des mots, puis je sentais que je voulais les écrire. Je ne voulais pas perdre ces souvenirs. Donc, c'est vraiment mon fils qui m'a motivée. À un moment donné, il a dit une phrase que j'ai écrite dans le livre. Puis, je me suis dit, il faut que j'écrive ça. Puis la même journée, j'ai commencé à écrire. D'accord. Donc c'est Willou, c'est un peu votre petit garçon. Exactement. Il s'appelle William. Son petit nom, c'est Willou. D'accord. Et cela vous a pris combien de temps, mettons, quand on se dit, je vais écrire un livre? Est-ce qu'on se dit, en janvier, je vais écrire un livre, puis en décembre de la même année, c'est fini? Ou comment ça se passe? Au fait, moi, j'ai eu l'idée en 2018, l'été 2018. Et puis, j'ai commencé à écrire, mais j'avais abandonné l'idée. Je n'étais pas certaine. Je me suis dit, c'est pas mon créneau, c'est pas mon domaine. J'ai pas de formation littéraire. Donc, j'avais abandonné l'idée. Puis, en 2019, ça m'est encore revenu. Je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ça. Donc, c'est vraiment en 2019 que j'ai commencé à écrire sérieusement. Donc, je dirais à peu près moins d'1 an pour l'écriture complète jusqu'à la publication. OK. Puis, c'est un livre illustré. Donc, vous avez dû travailler avec d'autres gens, j'imagine. Oui, exactement. Donc, j'ai fait affaire avec une entreprise qui m'a recommandé des collaborateurs. Donc, j'ai eu l'aide d'une réviseure linguistique pour tout le texte, etc., la fluidité de l'histoire, etc. Et puis, j'ai fait affaire aussi avec une illustratrice graphiste pour les illustrations. D'accord. Et une fois le produit en main, donc illustré et tout, ça a été quoi votre grande fierté? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Au fait, lorsque j'ai commencé l'aventure, je me rappelle, je disais à mon mari, moi, ma fierté, c'est d'avoir un exemplaire terminé en main. Ah, mais, oui. Alors, vers la fin du mois d'avril, lorsque j'ai reçu ma première copie avant la publication, une copie d'approbation, lorsque je l'ai reçue en main, c'était l'euphorie. J'imagine. Vraiment, la satisfaction, tu vois que c'est concret, tu l'as en main. Puis, je l'ai montré à mon fils aussi. Il était ému, il ne pouvait pas l'exprimer avec des mots, mais je voyais son émotion lorsqu'il a vu l'exemplaire. Je l'ai lu 3 fois de suite. Pour être sûr que c'est bien réel. Il est là, vos livres. Oui, dans le fond, mon fils me demandait encore. C'est ça. D'accord. Donc, vraiment une émotion de mère à enfant, donc quelque chose qui vous a rapproché encore plus. Tout à fait. Là. Voilà, vous avez effectué votre lancement récemment en ligne. COVID-19 oblige, hein, cette crise-là. Comment ça s'est passé? Puis quel feedback vous avez eu? Quelles sont les réactions du public? Oui. Au fait, bon, j'avais prévu un lancement régulier, comme on dit, dans un contexte normal, mais j'ai dû m'adapter à la situation. Donc, j'ai organisé un lancement virtuel qui a eu lieu le 7 juin. Donc, c'était sur ma page Facebook. Donc, la réponse du public était très positive. J'ai beaucoup aimé les interactions que j'ai eues avec le public. J'avais invité famille, amis,
amis, des personnes susceptibles d'être intéressées par la littérature jeunesse. Donc, j'ai eu beaucoup de bons commentaires, des encouragements, parce qu'il faut se le dire, c'est pas mon domaine, donc c'était une belle surprise pour moi lorsque je l'ai réalisé, une belle surprise pour les autres aussi de savoir que, ah, t'as écrit un livre, OK. OK. Puis, vous me disiez, vous avez tiré un certain nombre d'exemplaires et là, vous êtes rendu à avoir écoulé 80% oui. de vos... je vous dirais, en édition, c'est tout un challenge, là. Vous venez de réaliser un exploit. Maintenant, c'est quoi la suite à Mai Magique? La suite, j'aimerais bien poursuivre l'histoire. Si, lorsque vous allez lire le livre, vous allez voir que ça porte à croire qu'il y aura une suite. Donc, j'aimerais continuer vraiment avec l'histoire. D'accord. Donc, suivre les aventures de Wilou. Oui. Voilà. Et où on peut les trouver, ces aventures-là? Alors, le livre Mai Magique est disponible en ligne à la boutique... à la librairie en ligne de Bouquinbec. Donc, Bouquinbec, c'est mon imprimeur, donc c'est bouquinbec.ca. Et le livre est disponible aussi en boutique, à la boutique Nap Création, située à Laval, ainsi que la boutique Veille sur 3. D'accord. Également à Laval. Donc, d'autres points de vente vont suivre. Et j'imagine que vous allez réimprimer comme les 20% qui restent là. Quand on aura tout pris, il ne restera plus rien là. Exactement. Voilà. En tout cas, un beau succès, Karine. Puis on va finir par la lecture d'un extrait de Wilou pour nos téléspectateurs et pour leurs enfants. Wilou insère la clé dans la serrure. Il tourne la clé et pousse la porte. Elle ne s'ouvre pas. Il appuie très fort, mais elle ne s'ouvre toujours pas. Comme Wilou a un peu mal à la main, il la secoue pour se soulager. À cet instant, une lueur apparaît au bout de ses doigts, mais il ne la voit pas. Wilou décide de pousser la porte une autre fois. Clic! La porte s'ouvre. « J'ai réussi, je te l'avais dit, maman! » Et Wilou, tout fier, éclate de rire. « Bravo, fiston, dit maman. » Merci beaucoup, Karine, pour cette lecture. Donc, on vous invite à aller découvrir les aventures de Wilou, publiées par Bouquinbec, avec comme auteur Karine Barthélémy. Mais une publication personnelle aussi, hein? Oui, c'est en auto-édition. En auto-édition. Oui. Merci à nos invités, nos deux invités de l'émission, Frédéric Boiron, sociologue, et Karine Barthélémy, auteure qui vient de publier Mai Magique. Merci à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos suggestions, si vous voulez aussi participer à l'émission. Puis on vous dit à la semaine prochaine.